Donc, on est dans la troisième partie. Donc, comme Sylvain disait, au-delà, en fait, même si l'étiquette de philanthrocapitalisme aujourd'hui, bon, ça fait comme 10 ans, en fait, que Bishop et Green ont sorti leur livre. C'est une étiquette qu'on entend quand même beaucoup moins. Néanmoins, il y a des choses qui ont percolé, en fait, qui ont pris des trajectoires différentes, puis qu'on peut observer toujours dans les pratiques philanthropiques contemporaines. Donc, la troisième partie, on a identifié 3 éléments, en fait, incontournables qu'on va discuter, en fait, qui sont inspirés ou, en fait, qui tirent certaines racines dans le philanthrocapitalisme, mais qui prennent des trajectoires différentes. La première, en fait, c'est cette idée de la perspective d'investissement social qui va coaliser des visions très différentes, en fait, de l'intervention sociale, des politiques publiques. C'est un discours, en fait, le discours sur l'investissement social qui va venir séduire à la fois une gauche institutionnelle qu'une droite économique, en fait, à la fois dans les secteurs publics, privés, philanthropiques et même dans le milieu communautaire. Au Canada, on voit apparaître beaucoup le discours sur l'investissement social autour des années 95 au fédéral, un peu plus tard au Québec. Donc, il faut se remettre en contexte, là, dans le fond, post-80, post-coupure, on est dans une logique où on doit, on essaie de réhabiliter les dépenses sociales, en fait, puis c'est à ce moment-là que le discours sur l'investissement social apparaît. Une idée, en fait, de faire du don un investissement. Comment faire, en fait, comment faire que les dons deviennent des investissements et on pense en termes d'investissement social. En fait, un des premiers éléments qui revient dans différents milieux, en fait, c'est l'idée de devoir intervenir sur les causes premières, par exemple en éducation, en petite enfance, qui serait comme les racines, en fait, qui permettrait de prévenir des problèmes futurs, mais aussi, en fait, des dépenses qui seraient plus grandes ultérieurement. Il faut aussi, il y a tout un discours, en fait, autour d'un investissement qui serait efficace, dans le fond, pour régler les problèmes. Comment assurer, en fait, cette efficacité-là? Ça se fait à travers un appareillage qui se rapproche, en fait, du monde managérial, des outils financiers, qui vient avec une évaluation, reddition de comptes, un étalonnage des bonnes pratiques. Donc, qui vient vraiment accompagner, en fait, l'investissement social. D'ailleurs, l'ingénierie de l'accompagnement, en fait, c'est une autre idée du philanthrocapitalisme qui se diffuse bien au-delà du concept. C'est cette idée que la fondation, c'est pas seulement de l'argent, mais c'est aussi un important capital de ressources. Donc, par exemple, ici, là, dans le livre de Megan Tompkins Stage, qui a fait une enquête, en fait, sur 4 grandes fondations sur l'engagement des grandes fondations dans le secteur de l'éducation. Elle a étudié la fondation Kellogg, Ford, Gates et Broad. Ce qu'elle observe, en fait, c'est qu'au-delà du discours sur la volonté d'avoir un effet levier, la volonté de créer, en fait, du changement dans une logique, en fait, d'investissement, cet engagement-là se déploie de façon très différente. Puis, elle l'étudie à travers 4 variables qui lui permettent de développer deux archétypes, en fait, d'engagement, soit d'un côté, les fondations qui sont orientées sur le résultat, donc outcome-oriented approach, et les fondations qui sont orientées sur le terrain. Pour distinguer, en fait, les fondations, au-delà du discours d'intention, elle va étudier, c'est ça, 4 critères. Elle va poser 4 questions, en fait, pour les situer. Rapidement, en fait, je peux vous les présenter. La première, c'est la question du contrôle stratégique, en fait, du projet qui est financé. Donc, qui contrôle le projet? D'un côté, on a un contrôle qui est plus centralisé, où les donateurs
les destinataires, en fait, sont davantage engagés, en fait, comme des sous-contractants. La fondation garde le contrôle du projet. Donc, ici, on est dans la perspective qui est vraiment centrée sur les résultats. Et de l'autre côté, il y a l'approche centrée sur le terrain, en fait, va avoir une approche plus décentralisée qui se rapproche peut-être un peu d'un laisser-faire, mais en même temps qui s'accompagne, en fait, aussi de toute d'une ingénierie de l'accompagnement pour accompagner les processus, suivre suivent les groupes, en fait, dans l'élaboration de leur projet. Donc, c'est pas non plus un chèque en blanc. L'accompagnement est très présent dans les deux cas. La deuxième question qui est posée, en fait, c'est la question du choix des partenaires avec qui travailler pour influencer, dans ce cas-ci, les politiques éducatives. Donc, les formations plus orientées sur les résultats vont avoir une approche qui est plus grassed-up, qui va mobiliser les élites politiques, que ce soit les maires, les sénateurs, les administrateurs, mais aussi les experts, que ce soit les universitaires ou les consultants. Tandis que l'approche grassroots, en fait, va être davantage plus lente, évidemment, mais plus proche aussi des organismes communautaires, des syndicats, des groupes de parents. Elle va se rapprocher, en fait, du milieu pour élaborer son projet. La troisième question, en fait, qui est posée, c'est comment les fondations, en fait, vont cadrer leurs problèmes ou comment vont-elles définir le problème. Donc, encore là, on est face à deux visions. Une vision qui est plus technique. Par exemple, il y a un représentant de la Fondation Gates qui disait qu'il rêvait d'avoir une application, en fait, pour régler les problèmes sociaux. Donc, on est vraiment dans une conception plus linéaire et rationnelle, en fait, qui va avoir des outils, en fait, qui vont être adaptés à cette définition-là des problèmes. Tandis que de l'autre côté, la définition plus adaptative va être plus proche, en fait, d'une prise en compte des facteurs culturels, systémiques qui influencent les problèmes identifiés par les fondations sur le terrain. Et en fait, enfin, la dernière question, c'est la question de l'évaluation des résultats, où, dans le fond, il y a deux choses qui s'opposent. Il y a à la fois l'utilisation de données qualitatives ou quantitatives, et aussi la rhétorique argumentative qui est utilisée pour justifier son action, entre une rhétorique plus de causalité, là, plus linéaire, ou une rhétorique plus de plausibilité, où, dans le fond, on essaie de prendre davantage en compte le contexte dans lequel les projets évoluent. Puis l'évaluation, en fait, c'est le dernier point que je laisse Sylvain présenter. Oui. Donc, effectivement, Annabelle l'a bien dit, ça fait 10 ans que le livre est paru, donc on comprend bien qu'il y a à la fois des transformations par apprentissage, aussi parce qu'il y a eu des critiques sur ces différents éléments, et aussi parce que dans ce champ-là, il va y avoir des orientations très différentes, il y a des sentiers très différents qui vont se dessiner. Et donc, c'est également le cas sur la question de l'évaluation. Il faut bien se rendre compte, on l'a déjà dit, que l'évaluation et la mesure ont un rôle central dans cette vision du philanthrocapitalisme. C'est un usage central à la fois pour se comparer, pour étalonner les performances et les organisations, pour sélectionner les groupes que la Fondation finance. C'est important pour mieux se connaître et s'améliorer. C'est important pour rendre compte aux parties prenantes, les autres bailleurs de fonds, les partenaires, les publics. Et la mesure, elle est importante aussi donc, pour faire des choix comme rationnels, donc basés sur des données probantes. Donc, c'est vraiment tout à fait central. 3 points qui vont être de plus en plus discutés et donner lieu à des orientations différentes. Par rapport aux défis méthodologiques, donc sur la manière de faire cette évaluation, donc c'est à la fois technique, est-ce qu'on utilise des voies plus quantitatives ou plus qualitatives, mais aussi, voilà, qu'est-ce qu'on mesure au fond? Est-ce que c'est les activités menées, les résultats atteints? Bon, toutes les questions que j'ai indiquées. Donc, il va y avoir des méthodologies qui vont être mises en place sur la chaîne d'impact, sur le retour social sur investissement, donc des méthodologies qui vont être mises en œuvre et qui ont derrière elles, en fait, des conceptions différentes de ce qu'on mesure et pourquoi. Mais derrière tout ça, il va y avoir aussi de plus en plus de débats sur, au fond, est-ce que ce qui compte, c'est de savoir rendre des comptes? Est-ce que la mesure ne devient pas en soi un but de l'action? Et est-ce qu'on n'arrive pas, et est-ce que ce qu'on n'arrive pas à mesurer ne compte pas? Sinon, comment est-ce que ça compte, ce qu'on n'arrive pas à mesurer? Donc, ça va, quelles que soient les méthodes, c'est des réflexions qui vont être de plus en plus importantes pour les groupes comme pour les fondations. Et ça va créer des débats importants dans le champ, qui sont des débats méthodologiques, mais aussi plus fondamentaux.
Cette question de l'influence, de mesurer l'influence des fondations, de mesurer en quoi est-ce qu'on a réussi à avoir un impact, elle est compliquée quand on travaille sur les projets et les groupes financés, à savoir si effectivement ils ont atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Mais cette évaluation, elle devient encore plus difficile et complexe à mesure que la conception qu'on a du rôle de la fondation s'élargit. Annabelle a parlé tout à l'heure des réflexions sur le placement de l'actif financier. Comment est-ce qu'on place son actif financier? Bon, ça, si on commence à réfléchir en termes d'évaluation, de mesure d'impact, quel est l'impact qu'on a de placer nos fonds financiers, de placer, je ne sais pas si on a 100 millions d'actifs, de le placer de telle ou telle manière sur les marchés financiers, de désinvestir des énergies fossiles, quel impact ça a, de privilégier tel ou tel type d'investissement de finances solidaires, par exemple. Bon, bref, d'utiliser la dotation comme un véhicule financier. Si on fait rentrer la réflexion sur la mesure de l'impact là-dedans, ça devient encore plus compliqué. Et puis, j'allais dire, on passe à un niveau encore supérieur dans cette complexité-là si on regarde pas seulement est-ce que les projets ont marché ou non, comment est-ce qu'on place l'argent, mais si on considère le rôle que peut jouer la fondation dans une action collective, en faisant entendre sa voix, formellement en déposant par exemple des mémoires quand il y a une consultation, en appuyant des groupes de plaidoyer, en intervenant dans les médias, bref, en faisant entendre sa voix. Bon, avoir des outils de mesure d'impact sur ces dimensions-là devient encore plus difficile méthodologiquement, et voire même peut-être parfois n'a plus de sens. Donc ça amène aussi à se poser des questions, et tout ça, c'est des questions pas seulement que les chercheurs se posent, hein, mais que d'abord les organisations se posent, que ce soit les groupes financiers ou les fondations, et avec des réponses différentes qui sont apportées, sur la dimension normative de l'évaluation et de la mesure, y compris quand on a une démarche de vouloir avoir une évaluation qui est très objective, des outils très scientifiques en mesure et en évaluation, n'empêche qu'il peut y avoir une dimension normative. D'abord parce que l'évaluation, elle est toujours aussi une relation de pouvoir. Et même, j'allais dire encore plus, quand on est dans des configurations où des fondations et des groupes travaillent de manière collaborative, partenariale, ou une rhétorique de l'horizontalité, n'empêche qu'au moment de l'évaluation, il y en a un qui évalue l'autre et pas l'inverse. Donc là, l'évaluation réintroduit une verticalité et une dimension de pouvoir qui est plus exacerbée. Deuxième élément, le fétichisme du chiffre. Par rapport à ce qu'on a dit auparavant, on peut complexifier la mesure, vouloir avoir des approches plus raffinées, plus sur mesure, mais à mesure qu'on a une vision plus fine, plus sur mesure, plus ça devient difficile d'avoir un chiffre qui enferme toute la réalité, qui rend compte de toute la réalité. Et le fétichisme du chiffre, c'est le fait que afficher un taux de retour social sur investissement de 248%, ça a une force en soi. Ça a une force de la rationalité du chiffre, de produire comme ça, qui fait qu'on peut le comparer, qu'on peut afficher quelque chose, entre avoir un chiffre comme ça qui encapsule la réalité et qui donne à voir une puissance versus rendre compte d'une myriade d'initiatives, faire du sur-mesure, ça n'a pas la même force en soi. Et donc, il y a un dilemme entre la volonté de saisir et de restituer cette complexité et la performativité du chiffre global. Dernier élément, cette dimension normative de l'évaluation et de la mesure, le dilemme entre complexité et imputabilité. Je veux faire une différence. Quand je donne, je veux que mon don fasse une différence. Cet argument-là, on l'entend que ce soit des petits donateurs, que ce soit des grands donateurs, je veux que mon don serve à quelque chose, qu'il fasse une différence. Savoir où va mon argent, en quoi mon argent a fait la différence dans la vie des gens, satisfaire cette exigence du donateur, c'est très compliqué quand on prend en considération le caractère méthodologiquement très friable de cette ambition. Quand on réinsère la fondation dans un écosystème beaucoup plus complexe, quand mon don, au fond, n'est qu'un don parmi bien d'autres, que l'action de la fondation est une action parmi aussi l'action des pouvoirs publics, d'autres réseaux communautaires, les premiers intéressés qui eux-mêmes se mobilisent, bref, savoir en quoi j'ai fait la différence, c'est très compliqué. Et dès qu'on prend au sérieux méthodologiquement la manière de calculer ça, j'allais dire, on peut rien dire, sauf qu'on ne peut pas rien dire aux donateurs qui veulent savoir en quoi leur don a fait la différence. Sans parler de faire une différence immédiate ou dans 6 mois ou dans 6 ans. Donc ça, c'est un dilemme très important entre la complexité et l'imputabilité qui fait que le donateur veut savoir en quoi son argent a fait la différence. Donc, je vous ai mis en référence à un article intéressant sur ces différentes dimensions-là
dans un ouvrage qui fait un peu le point sur ces débats-là. Bon, 10 ans après l'apparition de cet ouvrage, où en est le philanthrocapitalisme? 3 éléments. D'abord, la résilience du philanthrocapitalisme, ou peut-être du capitalisme tout court. Le terme même est beaucoup moins utilisé, mais on l'a dit, les pratiques ont creusé un sillon qui donne lieu ensuite à des appropriations, des débats, mais bon, ont posé des cadres au débat duquel il est très difficile de s'échapper, pour les groupes comme pour les fondations aujourd'hui. Il y a aussi une résilience du philanthrocapitalisme parce que 10 ans plus tard, 10 ans après aussi la crise financière, bon, on voit s'accélérer le nombre de création de très grandes fondations. On voit la part des méga donateurs croître, y compris par exemple au Canada. Le don moyen, il stagne, voire il baisse. Ce qui augmente, c'est les très grands dons. Ce qui augmente, c'est la mise en place de fondations privées capitalisées avec des investissements très importants, donc de grandes fortunes. Donc cette tendance-là, elle se maintient, voire peut-être même elle s'accélère, y compris dans le positionnement d'acteurs qui disent « je veux avoir les mains sur le volant, je veux décider ». Je veux faire la différence. Donc, cette ambition-là aussi, elle est très forte. Et parfois même, y compris en revendiquant un savoir-faire et des méthodes issues vraiment d'une démarche très entrepreneuriale. 2 exemples très récents. Donc, on a parlé tout à l'heure de Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook. Ce qu'il a créé, donc c'est pas une fondation, c'est LLC, donc c'est Limited Liability Company. Donc c'est une entreprise privée qui a en fait des propriétés très particulières. Et pourquoi il n'a pas créé une fondation? Parce que ce véhicule-là, au fond, à la fois entrepreneurial et philanthropique, lui permet d'avoir un contrôle beaucoup plus grand sur la structure, de pouvoir aussi avoir une dimension économique plus importante, de financer des choses. Quand on est une fondation, il y a des choses qu'on ne peut pas financer. Il y a une dimension économique et marchande qu'on ne peut pas prendre en compte. Là, ce véhicule-là, en fait, hybride bien davantage la dimension philanthropique et la dimension entrepreneuriale. C'est une entité qui est financée par des parts de Facebook. Donc là, il y a un entrelacement, une intrication qui est totale entre la démarche entrepreneuriale et la dimension philanthropique. Autre exemple, cette fois-ci au Canada, la fondation Mastercard. Donc c'est intéressant parce que c'est un acteur financier. Donc Mastercard, groupe international, qui au lendemain de la crise financière de 2008 va créer une fondation qu'elle va installer donc au Canada. Et aujourd'hui, la fondation Mastercard au Canada, elle a un capital de plus de 10 milliards. C'est de loin la fondation la plus importante. Sur un ensemble, sur 10 000 fondations qui ont un capital cumulé d'environ 60 milliards, bon, la fondation Mastercard, à elle seule, c'est 10 milliards. Bon. Et là, on a une fondation avec un actif de 10 milliards. L'actif est constitué de parts de l'entreprise Mastercard. Le sujet est directement lié à l'entreprise. La fondation s'attaque à la pauvreté, notamment en Afrique, mais à travers une voie qui est l'inclusion financière, donc le fait de donner accès à des services financiers à des populations qui étaient exclues de l'accès, j'allais dire, aux tuyaux de la finance. Donc, c'est vraiment l'utilisation de techniques financières directement liées à un savoir-faire de l'entreprise qui sont propulsées dans l'univers philanthropique comme solution, comme résolution de problèmes sociaux. Donc, on vous a mis en lien une note du Philab de notre collègue Marie Langevin qui a fait une petite note très intéressante sur cette vision de l'inclusion financière par la fondation Mastercard. Ça vous donnera un bon exemple de cette intrication. C'est une résilience du philanthrocapitalisme, mais j'allais dire peut-être 10 ans plus tard, on est un pas plus loin dans certaines incarnations de cette tendance-là. Néanmoins, le philanthrocapitalisme, ça a été un révélateur aussi de l'hétérogénéité du champ philanthropique. Je vous disais tout à l'heure, sur 10 000 fondations canadiennes, combien ça concerne? Bon, très peu, en fait. Donc, c'est une tendance qui concerne une toute petite partie du champ, mais néanmoins qui crée des mots d'ordre qui obligent à se positionner tous les acteurs, les groupes financés, les autres fondations. Bon. Donc, ça concerne très peu de monde, mais ça crée une discussion importante pour tout le monde. Voilà.
Donc même un petit groupe communautaire doit savoir produire sa propre théorie du changement, savoir rendre compte de son impact. Bon, et même des petites fondations qui ont peu de moyens, des fois aussi aujourd'hui, utilisent ces termes-là. Donc on voit bien par capillarité l'effet que ça a eu. Mais aussi les clivages, les lignes de tension que ça a révélées avec certaines fondations pas du tout d'accord avec cette approche-là, et surtout avec l'immense majorité des fondations que ça ne concerne pas, qui financent plutôt par inertie un certain nombre, toujours les mêmes activités, ou par exemple les fondations publiques qui financent un hôpital ou un musée, où c'est pas non plus, ça ne concerne pas tout à fait non plus ces fondations-là. Bon. Donc ça a révélé l'hétérogénéité du champ. Dernier élément que je voudrais souligner, faire un bilan 10 ans ensuite. Bon. La réflexivité du champ aussi philanthropique, les débats que ça a créés parmi les organisations, parmi les fondations, parmi les réseaux qui organisent le champ philanthropique. Donc une structuration du champ philanthropique, donc je vous l'ai dit, avec ses propres réseaux, de plus en plus ses propres revues, c'est le cas aux États-Unis, ses centres de recherche, comme le Philab, ses controverses internes, son jeu de distinction entre fondations, savoir se positionner les unes par rapport aux autres, son marché des consultants, qui aussi, il y a aussi un marché de l'identification des problèmes, de la vente des solutions dont on est les prestataires. Et donc, dans les revues, par exemple, on trouve un certain nombre d'experts qui sont à la fois experts universitaires, qui dirigent des compagnies, qui vendent des solutions. Il faut aussi comprendre ce jeu-là. Et je vous ai mis des liens vers des discussions internes au champ philanthropique dans le champ américain, mais très intéressantes, donc dans la revue d'innovation sociale qui a été créée dans les dernières années. Ça fait partie de ce mouvement-là. Donc, de bilan de la philanthropie stratégique. Donc, on ne dit plus philanthrocapitalisme, là, c'est philanthropie stratégique. C'est pas exactement la même chose, mais ça recoupe certains de ces enjeux. Donc, vous pouvez trouver là un certain nombre de synthèses de ces discussions-là, des points de vue différents. Par exemple, la réponse de Darrell Walker, qui est aujourd'hui le directeur de la Fondation Ford, qui donne un contrepoint intéressant, une défense et aussi une réponse à la critique, c'est le troisième lien, et aussi, j'allais dire, une mise en perspective intéressante de la tendance du champ à critiquer une perspective, dire le philanthrocapitalisme c'est terminé, maintenant on passe à la philanthropie stratégique, la philanthropie stratégique est critiquée, maintenant on passe à, et donc un jeu comme ça en cascade de mea culpa, de reformulation, et donc c'est intéressant de voir ce qui change, mais aussi ce qui perdure à travers tout ça, mais aussi le fait que le débat continue et que c'est un débat qui est souvent intéressant, au-delà des premiers concernés, par capillarité pour toutes les organisations qui s'engagent dans ces démarches-là. Voilà pour notre présentation. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Allez voir sur le site du Philab où il y a un certain nombre de cahiers de recherche, de notes qui peuvent nourrir cette discussion-là. Et puis, merci beaucoup pour votre participation et à bientôt. Merci.